Dans les annales de l'histoire humaine, peu de noms provoquent une répulsion aussi profonde que celui de Caius Julius César Augustus Germanicus, plus connu sous le nom de Caligula. Au moment de son accession au trône, en l'an 37 après Jésus-Christ, Rome plaçait en lui tous ses espoirs. Fils du général bien-aimé Germanicus, élevé parmi les légions qu'il avait surnommées « Petites Bottes », il incarnait la jeunesse, le renouveau et la promesse d'une ère de prospérité. Mais ce qui commença comme une lueur d'espoir allait bientôt se transformer en l'un des épisodes les plus sombres et les plus traumatisants de l'histoire romaine. En l'espace de quelques années, ce jeune empereur adulé devint un tyran dont la cruauté et les débauches dépassèrent tout ce que Rome avait connu jusque-là. Au début de son règne, pourtant, tout semblait annoncer une nouvelle ère. Caligula fit libérer les prisonniers politiques, rappela les exilés bannis sous Tibère, abaissa certaines taxes et brûla les dossiers secrets accumulés par son prédécesseur. La population l'acclama dans les rues, persuadée que ce jeune souverain allait restaurer la dignité et la grandeur de Rome. Il organisait des jeux grandioses, parcourait les marchés, parlait au peuple et donnait l'impression de vouloir gouverner différemment. Mais derrière ce tableau d'harmonie naissante se cachaient déjà des signes troublants. Les chroniqueurs de l'époque, notamment Suétone et Dion Cassius, décrivent un attachement inquiétant de Caligula envers ses sœurs, en particulier Drusilla, qu'il traitait presque comme une épouse. Les gestes, les regards, les honneurs qu'il leur accordait dépassaient les limites du convenable et troublaient même les courtisans les plus blasés. Ces premiers indices n'étaient que les prémices d'une descente inexorable vers l'horreur. L'événement déclencheur eut lieu en octobre de l'an 37, lorsque Caligula fut frappé par une grave maladie. Pendant plusieurs semaines, l'Empire entier retint son souffle, priant pour la survie de ce jeune souverain adoré. Les temples débordaient d'offrandes, les citoyens promettaient des sacrifices aux dieux et les sénateurs multipliaient les vœux. Lorsque finalement il recouvra la santé, Rome exulta, mais l'homme qui se releva de ce lit de souffrance n'était plus le même. Ce retour à la vie marqua le début d'une transformation irréversible. Certains auteurs antiques évoquent une fièvre cérébrale qui aurait altéré sa personnalité de façon permanente. D'autres parlent de visions mystiques, de voix divines qui l'auraient persuadé de sa propre nature divine. Philon d'Alexandrie, qui le rencontra après sa convalescence, décrivit un regard brûlant d'une intensité inquiétante et des accès d'énergie alternant avec des silences glaciales. Quelles qu'en soient les causes, les conséquences furent indéniables. L'empereur adoré devint un despote instable et dangereux. C'est à partir de ce moment que les premières rumeurs de déviance inquiétantes commencèrent à se répandre dans les couloirs du palais impérial. Des serviteurs racontaient à voix basse des banquets nocturnes étranges où l'empereur exigeait des divertissements d'un genre particulier. Des esclaves, garçons et filles, disparaissaient dans les appartements privés pour en ressortir, des heures plus tard, le regard vide et l'esprit brisé. Les conseillers qui osaient l'avertir des conséquences de tels excès étaient pris de violente colère et parfois bannis, parfois exécutés. Peu à peu, ces pratiques privées se transformèrent en spectacles publics. Les dîners de l'empereur devinrent des scènes d'orgie où la participation des familles les plus influentes de Rome était obligatoire. Des sénateurs impuissants assistaient à l'humiliation de leurs épouses et de leurs filles, contraints de feindre le consentement sous peine de voir leurs lignées entières anéanties. Ce qui jadis constituait l'essence même de la dignité romaine, l'honneur, la vertu, le respect des institutions, se désagrégeait lentement. C'est ici que, chers auditeurs, permettez-moi un court instant pour vous inviter. Si ce travail d'histoire vous passionne, et si vous souhaitez découvrir d'autres récits méconnus comme celui-ci, à vous abonner à notre chaîne Historien Silencieux.
à aimer cette vidéo et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à donner vie à ces histoires oubliées. Revenons à notre récit. L'un des aspects les plus terrifiants du règne de Caligula fut l'usage qu'il fit de l'humiliation comme outil de domination. Contrairement à ses prédécesseurs, qui cachaient leurs excès derrière les murs des villas privées, il transformait les abus en instruments politiques. En obligeant le Sénat tout entier à être témoin de scènes intolérables, il plaçait l'ensemble de l'élite romaine sous son contrôle. Le silence collectif naquit de la honte partagée. Personne n'osait se dresser contre lui, de peur de voir ses propres compromissions révélées. Les archives antiques sont étrangement vagues sur certains rituels organisés au palais, comme si même les historiens de l'époque craignaient de coucher la vérité sur le papier. Pourtant, quelques fragments ont survécu. Inscriptions gravées à la hâte, témoignages d'esclaves en fuite, notes secrètes dissimulées par des scribes courageux. Ces vestiges dressent un tableau glaçant d'un système organisé de dégradation méthodique, où la dignité humaine n'était plus qu'une marchandise que l'empereur utilisait à sa guise. La ville entière vivait sous une chape de peur. Des graffitis retrouvés sur les murs des ruelles évoquent des actes si choquants que leurs auteurs n'osaient pas les exprimer à voix haute. Les archives officielles, d'ordinaire précises, deviennent étrangement silencieuses à propos de certaines cérémonies du palais. Cette absence volontaire de mémoire est éloquente. Certains événements étaient considérés comme trop dangereux pour être documentés. Pourtant, malgré les tentatives de suppression, la vérité a survécu dans les ombres. Rome avait connu la décadence avant Caligula. L'histoire de l'Empire regorge de festins démesurés, de passions interdites et de complots sanglants. Mais ce qui rend ce règne unique, c'est la transformation délibérée des institutions romaines en outils de soumission collective. Le pouvoir, détourné de sa fonction première, servait désormais à briser les individus et à anéantir les familles, jusqu'à éteindre toute volonté d'opposition. Cette première étape de notre exploration nous montre comment l'espoir d'un empire florissant s'est mué en cauchemar. L'ascension fulgurante de Caligula, suivie de son basculement brutal, reste l'un des plus grands paradoxes de l'histoire romaine. Comment un peuple maître du monde, fort de ses légions et de ses traditions, a-t-il pu se retrouver soumis à la volonté d'un seul homme? Dans les prochains chapitres, nous plongerons plus profondément dans les mécanismes psychologiques, politiques et sociaux qui ont permis à ce jeune empereur de transformer Rome en un théâtre de domination et de peur. Pour comprendre l'ampleur du cauchemar qui s'abattit sur Rome, il faut pénétrer au cœur du système que Caligula mit en place. Ce qui distingue son règne de celui des autres empereurs débauchés n'est pas seulement la nature de ses excès, mais la manière méthodique dont il transforma les institutions mêmes de l'Empire en outils de soumission collective. Derrière la façade des fêtes et des cérémonies, il développa un appareil de domination qui ne se contentait pas de briser les corps, mais s'attaquait directement aux âmes. Les archives les plus fragmentaires, sauvées de justesse des destructions ordonnées après son assassinat, révèlent une bureaucratie de l'humiliation d'une efficacité glaçante. Des scribes impériaux consignaient chaque détail, qui avait été convoqué au palais, quelles offrandes avaient été exigées, quels actes avaient été imposés, quelles réactions avaient été observées. Ce traitement administratif du viol et de la dégradation donnait à ces crimes un vernis de légitimité, comme si l'appareil d'État lui-même consacrait ces pratiques. Loin d'être de simples caprices personnels, les abus de Caligula devinrent un système de contrôle. L'un des aspects les plus terrifiants de ce système était la manière dont il s'attaquait aux familles nobles. Les sénateurs étaient contraints de livrer leurs épouses et leurs filles pour servir à la cour. Refuser revenait à signer l'arrêt de mort de toute la lignée. Obéir signifiait voir son honneur, celui de sa famille
et celui de ses ancêtres réduit à néant. Rome, qui avait bâti sa grandeur sur les notions de vertu, de dignité et de respect des ancêtres, voyait ses fondations morales s'effondrer sous le poids de l'humiliation publique. Des témoignages anciens rapportent que lors de certains banquets, l'empereur convoquait les familles les plus influentes et organisait des scènes où les frontières du sacré étaient volontairement brisées. Les sénateurs, jadis les gardiens de la République, étaient réduits au silence, forcés d'assister à des actes qu'ils n'osaient même pas décrire. Cette mise en scène de la soumission collective servait un objectif précis: transformer les élites en complices, les enfermer dans une toile de honte commune qui empêchait toute rébellion organisée. Mais l'obsession de Caligula pour le contrôle allait bien au-delà des cercles du pouvoir. Son regard se tourna rapidement vers la jeunesse romaine. Les sources fragmentaires évoquent la création de programmes de formation destinés aux enfants de familles nobles, officiellement présentés comme des écoles d'élite préparant les futures générations à servir la grandeur de l'Empire. En réalité, ces établissements fonctionnaient comme des lieux de conditionnement psychologique et d'exploitation. Des enfants âgés de seulement 7 ans y étaient soumis à un processus lent, destiné à briser leur défense naturelle et à effacer toute notion d'intimité ou de dignité personnelle. Pour les parents, la situation relevait de l'impasse. Envoyer leurs enfants signifiait les livrer à la déchéance, mais refuser revenait à condamner toute leur famille. Certains tentèrent de fuir Rome, envoyant leurs fils et leurs filles dans des provinces éloignées, mais l'influence de l'empereur s'étendait à l'ensemble de l'Empire. D'autres essayèrent de soudoyer les fonctionnaires impériaux pour effacer les noms de leurs enfants des registres, mais ces tentatives, souvent découvertes, entraînaient des représailles brutales: confiscation des biens, exécution publique, crucifixion d'avertissement aux portes de la ville. Ce système de terreur psychologique ne se limitait pas aux familles. Il s'étendit rapidement aux institutions religieuses, cœur spirituel de Rome. L'une des transgressions les plus choquantes fut la corruption des Vestales, ces prêtresses sacrées dont la chasteté symbolisait la pureté et la prospérité de la cité. Depuis des siècles, leur rôle avait été sacré, protégé par les lois et respecté même par les empereurs les plus dissolus. Caligula brisa ce tabou ancestral. Il les convoquait, exigeant leur présence lors de cérémonies qui détournaient les rites traditionnels pour les transformer en spectacles humiliants. Ce sacrilège provoqua une onde de choc dans tout l'Empire et entama profondément la confiance du peuple dans ses institutions religieuses. La manipulation des croyances allait encore plus loin. Après la mort de sa sœur bien-aimée Drusilla, en l'an 38, Caligula décida de la déclarer déesse, imposant son culte dans toutes les provinces. Des temples furent érigés à son honneur et le Sénat dut prêter serment sur sa divinité. Ceux qui refusaient ou se montraient négligents dans le culte rendèrent leur vie et celle de leurs proches immédiatement vulnérables. La douleur intime de l'empereur se transforma en outil de domination collective. Dans le même élan, Caligula en vint à se proclamer lui-même Dieu vivant et exigea que des sacrifices lui soient faits dans les temples de l'Empire. Ce culte impérial imposé scandalisa les Romains attachés aux traditions ancestrales. Pour eux, jamais un homme, aussi puissant soit-il, ne devait être placé au-dessus des dieux. Mais l'opposition était impossible. Les prêtres qui refusaient de célébrer les rites du nouvel immortel disparaissaient mystérieusement, leur corps parfois retrouvé dans le Tibre, parfois jamais retrouvé. Cette fusion entre pouvoir politique, autorité religieuse et contrôle social atteignit un niveau d'efficacité redoutable. L'empereur utilisait la honte, la peur et la manipulation des symboles sacrés pour briser les résistances. Dans ce climat étouffant, même les plus courageux choisissaient souvent le silence. Ce silence collectif
permit à Caligula de renforcer son emprise. Plus que par la force brute, il a servi Rome par la destruction progressive de ses repères moraux. Les conséquences psychologiques furent profondes et durables. Les médecins romains de l'époque, bien que dépourvus de concepts modernes comme le traumatisme, laissèrent des descriptions troublantes de ce qu'ils observaient chez les citoyens. Ils parlaient d'insomnie, de crises d'angoisse, de mélancolie extrême. Le taux de suicide dans les familles nobles atteignit un niveau inédit. Certaines lignées entières préférèrent s'éteindre volontairement plutôt que de continuer à vivre sous la menace permanente du palais impérial. Cette terreur laissa également son empreinte dans la culture matérielle de Rome. Les fouilles archéologiques ont révélé des fragments de graffitis gravés à la hâte dans les quartiers populaires, où les habitants confiaient, sous forme de symboles codés, leur horreur face à ce qu'ils voyaient et entendaient. Ces traces, laissées dans des ruelles discrètes, témoignent d'une population contrainte au silence mais avide de mémoire. Même réduits au chuchotement, les Romains tentaient de préserver la vérité pour les générations futures. Le plus troublant est sans doute l'efficacité avec laquelle ce climat d'humiliation et de peur paralysa l'Empire tout entier. Les sénateurs, pourtant détenteurs de richesses immenses et d'armées loyales, restaient inertes. Les gouverneurs des provinces, habitués à défendre leur autonomie, se pliaient sans résistance. Ce n'était pas la force militaire de l'empereur qui le protégeait, mais l'intériorisation collective de la honte. En forçant Rome à participer à sa propre dégradation, Caligula transforma les plus puissants en captifs volontaires. Cette deuxième étape de notre exploration met en lumière la stratégie glaçante du jeune empereur. Utiliser la peur et la honte pour contrôler non seulement les corps, mais les esprits. Rome n'était plus une cité libre. Les traditions, les lois, la religion elle-même avaient été absorbées dans un appareil de domination totale. Et pourtant, le pire restait à venir. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans les pratiques les plus extrêmes de Caligula, celles qui allaient briser à jamais les frontières entre le pouvoir, la sexualité et la violence, entraînant l'Empire sur une pente irréversible vers le chaos. À mesure que les mois passaient, la Rome de Caligula basculait dans un univers où les limites du pouvoir, de la morale et de la dignité humaine disparaissaient. Si les premiers signes de dérive avaient alarmé les sénateurs et les familles nobles, les événements qui suivirent plongèrent l'Empire tout entier dans une ère de cauchemar absolu. L'empereur, désormais persuadé d'être un dieu vivant, se considérait au-dessus des lois humaines et divines. Sa soif de domination, d'humiliation et de contrôle atteignit un point où chaque aspect de la vie romaine, de la religion à l'armée, de la famille à la justice, fut déformé pour servir ses désirs. C'est à cette époque que naquirent les spectacles impériaux, des représentations publiques qui mêlaient violence, sexe et humiliation dans une mise en scène soigneusement calculée. Là où le peuple romain s'attendait aux combats traditionnels de gladiateurs, Caligula transforma les arènes en théâtre d'expériences traumatisantes. Les citoyens étaient convoqués par milliers, sans possibilité de refus, sous peine de mort. Ceux qui tentaient d'éviter ces événements voyaient leur absence notée, et l'accusation de trahison suivait presque immédiatement. Les récits fragmentaires des témoins décrivent des scènes insoutenables. Dans certains cas, des enfants assistaient à des actes qu'aucune société civilisée n'aurait tolérés. Pis encore, ces jeunes spectateurs étaient ensuite forcés de participer à des cérémonies qui brouillaient volontairement la frontière entre victimes et bourreaux. Caligula utilisait cette stratégie pour briser les repères les plus fondamentaux. Ce qui avait été considéré comme sacré devenait profané, et ce qui inspirait la honte devenait une obligation. L'empereur avait compris que la peur seule ne suffisait pas à maintenir son pouvoir.
Il fallait que les citoyens soient activement impliqués dans leur propre humiliation, afin qu'aucune révolte collective ne soit possible. Ainsi, il poussait les sénateurs, les prêtres et les familles nobles à se compromettre publiquement. Cette complicité imposée réduisait au silence les plus puissants. Qui aurait osé dénoncer l'empereur lorsque chacun craignait que ses propres secrets soient révélés? Le Sénat, jadis pilier de la République romaine, se retrouva réduit à un simple instrument de soumission. Les séances devinrent des rituels absurdes où les sénateurs devaient acclamer chaque décision de l'empereur, même les plus extravagantes. Caligula exigeait qu'il prête serment sur sa divinité et celle de sa sœur Drusilla, désormais érigée au rang de déesse. Ceux qui hésitaient, même une fraction de seconde, disparaissaient mystérieusement. On les retrouvait parfois pendus, d'autres fois leur corps restait introuvable. Cette terreur institutionnalisée s'accompagnait d'une corruption systématique de la religion. Les temples ancestraux furent transformés en instruments de culte impérial. Dans certaines cérémonies, les prêtres étaient contraints de se prosterner devant l'image de l'empereur, alors même que les rites sacrés imposaient de ne rendre hommage qu'aux dieux. Les vestales, symboles de pureté et de prospérité, furent publiquement humiliées et réduites à de simples accessoires des caprices impériaux. Le peuple, choqué mais impuissant, voyait ses croyances les plus sacrées détournées au service d'un seul homme. Le climat de peur s'étendait jusqu'aux provinces les plus éloignées. Les gouverneurs savaient que leur carrière, voire leur vie, dépendait de leur capacité à satisfaire les moindres désirs de l'empereur. Avant chaque visite officielle, les plus beaux jeunes garçons et filles des territoires conquis étaient sélectionnés et envoyés à Rome. Ceux qui tentaient de cacher leurs enfants ou de résister voyaient leurs villages brûlés et leurs familles exécutées publiquement pour servir d'exemple. Le message était clair. Aucun refuge n'existait. L'autorité de Caligula était absolue jusqu'aux confins de l'Empire. Dans l'armée, l'une des institutions les plus respectées de Rome, la situation n'était pas meilleure. Les légions, autrefois symboles de discipline et de force collective, se voyaient détournées de leur mission pour satisfaire les caprices impériaux. Des officiers de haut rang étaient chargés non pas de défendre les frontières, mais de recruter de jeunes recrues sélectionnés pour servir l'empereur. Cette instrumentalisation des forces militaires créa des tensions profondes, allant parfois jusqu'à des débuts de mutinerie. Mais les légionnaires savaient que la garde prétorienne, corps d'élite dévoué au palais, ne pardonnerait aucun écart. Les médecins de l'époque, observant les séquelles psychologiques de ce climat oppressant, décrivaient une société en détresse. Les symptômes de ce que nous appellerions aujourd'hui un traumatisme collectif apparaissaient partout. Insomnie, crise de panique, mélancolie persistante, perte de repères. Les familles vivaient dans la peur constante des convocations impériales. Certains parents, incapables de protéger leurs enfants, choisissaient de s'empoisonner plutôt que de subir la honte publique. Des lignées entières disparurent dans un silence absolu. L'économie romaine elle-même commença à s'effondrer sous le poids des dépenses colossales imposées par les caprices impériaux. Les trésors accumulés au fil des conquêtes furent dilapidés dans des fêtes extravagantes, des constructions absurdes et des projets mégalomaniaques. Des artisans talentueux furent détournés de leur métier traditionnel pour fabriquer des objets destinés au plaisir du palais. Les infrastructures publiques, autrefois fierté de Rome, tombèrent peu à peu dans la négligence. Des quartiers entiers commencèrent à se dégrader, symbole visible de la décadence qui rongeait l'empire de l'intérieur. Pourtant, ce qui rendait ce système particulièrement terrifiant, c'était la manière dont Caligula avait réussi à transformer la honte collective en outil politique. Il ne se contentait pas de terroriser Rome par la violence, il la rendait complice.
Les sénateurs, les gouverneurs, les prêtres, les officiers, tous participaient, volontairement ou non, à des rituels qui violaient les fondements moraux de leur société. Cette compromission généralisée garantissait qu'aucune opposition structurée ne pourrait émerger. Chacun avait quelque chose à perdre, chacun craignait de voir exposer son propre rôle. Dans ce climat d'oppression totale, la mémoire elle-même devint un champ de bataille. Des ordres stricts furent donnés pour que certaines cérémonies, certains rituels ne soient jamais consignés par écrit. Pourtant, des fragments échappèrent à la destruction. Des notes secrètes, des journaux intimes dissimulés dans les murs, des inscriptions cachées sous des fresques. Ce sont ces vestiges qui permettent aujourd'hui de comprendre l'ampleur du traumatisme infligé à la société romaine. Le règne de Caligula, à ce stade, n'était plus seulement celui d'un homme malade ou d'un despote cruel. Il s'agissait d'une ingénierie sociale calculée, où le pouvoir était utilisé pour remodeler les fondations psychologiques d'un peuple entier. La Rome, qui avait résisté aux invasions, aux guerres civiles et aux famines, se retrouvait paralysée, non pas par la force des armes, mais par la corrosion progressive de son âme collective. Pourtant, même au cœur de ces ténèbres, des signes de résistance commençaient à émerger. Des réseaux secrets se formaient entre certains sénateurs, des esclaves tentaient de protéger les enfants des convocations impériales, des prêtres cherchaient à préserver les rites sacrés dans des refuges cachés. Ces petites poches de courage, bien que fragiles et isolées, allaient jouer un rôle crucial dans les événements à venir. Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans la phase finale du règne de Caligula, celle où l'empereur, dévoré par sa folie et son sentiment d'invulnérabilité, franchit des limites que même Rome, déjà brisée, ne pouvait tolérer. Ce sera le début de la conspiration qui changera à jamais le destin de l'Empire. Dans les dernières années de son règne, Caligula franchit des limites que même Rome, déjà meurtrie, ne pouvait plus tolérer. Les extravagances de ses débuts avaient cédé la place à une folie totale, où le pouvoir absolu se mêlait à un mépris profond pour la dignité humaine, les traditions et les lois sacrées. L'empereur n'était plus simplement un tyran, il était devenu le symbole vivant d'un empire brisé, où les institutions servaient non plus la grandeur de Rome, mais les caprices d'un seul homme. L'un des événements qui marqua ce tournant fut la crise diplomatique avec les ambassadeurs de la grande puissance orientale de Parthie. Lors d'un banquet officiel, organisé pour démontrer la richesse et la puissance de Rome, Caligula transforma la réception en une humiliation publique. Les témoins rapportent qu'il força des matrones romaines à servir nues les invités, les contraignant même à participer à des actes dégradants devant leurs maris et leurs enfants. Lorsque les ambassadeurs partent, choqués, osèrent protester contre ce qu'ils considéraient comme une insulte à leur tradition, l'empereur entra dans une rage noire et menaça de les faire mutiler avant de les renvoyer comme un cadeau à leur roi. Cet incident faillit provoquer une guerre dont Rome, épuisée et divisée, n'aurait probablement pas triomphé. Ce comportement irrationnel inquiétait profondément les généraux et les gouverneurs des provinces. Dans tout l'Empire, la loyauté envers l'empereur se fragilisait. Les légions, autrefois prêtes à mourir pour leur chef, commençaient à murmurer dans les camps. Les sénateurs, humiliés et brisés, savaient que leur silence ne les protégeait plus. Les prêtres, témoins des sacrilèges répétés contre les temples et les traditions, perdaient toute autorité auprès du peuple. Dans les ruelles de Rome, les graffitis, autrefois discrets, devenaient de plus en plus explicites. Les citoyens exprimaient leur désespoir et leur haine dans les seuls espaces où la parole restait encore libre, cachée sous la pierre et l'ombre. Caligula, cependant, restait persuadé de son invulnérabilité. Il multipliait les constructions pharaoniques, les fêtes interminables et les plaisirs flottants, ces gigantesques plateformes construites sur la baie de Naples et conçues comme des palais flottants destinés à ses orgies.
Ces projets démesurés, financés par des impôts écrasants, vidaient les caisses de l'État et ruinaient des milliers de familles romaines. Le peuple, qu'il avait autrefois acclamé dans les rues, commençait désormais à gronder. Mais l'empereur voyait dans ces murmures un nouveau prétexte pour renforcer son emprise. Toute critique, même murmurée, devenait un crime de lèse-majesté. La simple expression d'un doute sur la divinité de Caligula pouvait mener à la torture, à la confiscation des biens et à l'exécution. Les prisons se remplissaient d'hommes et de femmes accusés de trahison, souvent dénoncés par leurs voisins ou même leurs proches, contraints de participer à cette mécanique d'oppression sous peine d'être eux-mêmes condamnés. La peur déchirait les liens sociaux, détruisait les amitiés, brisait les familles. Dans cette atmosphère étouffante, un élément nouveau commença pourtant à se cristalliser, l'idée que Caligula pouvait être renversé. Ce qui avait longtemps semblé impensable devint une nécessité pour une partie de l'élite romaine. La garde prétorienne, chargée de protéger l'empereur, était au centre des tensions. Officiellement loyale, elle vivait en réalité une contradiction profonde. Ses membres étaient témoins quotidiens des humiliations infligées au peuple, aux sénateurs et même à leurs propres camarades d'armes. Les sénateurs, longtemps réduits au silence, commencèrent à se réunir secrètement. Des alliances improbables naquirent entre les familles les plus anciennes de Rome, les prêtres indignés, certains officiers militaires et des membres influents de la garde. Ces réunions clandestines, organisées dans des villas éloignées de la capitale, visaient à trouver un équilibre délicat. Éliminer l'empereur sans plonger l'empire dans le chaos. Ce projet était d'autant plus périlleux que l'échec signifiait la mort pour tous les conspirateurs et leurs familles. À mesure que la conspiration prenait forme, Caligula s'enfonçait encore davantage dans l'excès. Sa proclamation de divinité atteignit de nouveaux sommets. Il exigea que des statues colossales à son effigie soient installées dans les temples des provinces. Dans certaines régions, la résistance fut immédiate. Des fidèles refusèrent de voir leur sanctuaire profané par l'image d'un homme. Les gouverneurs, pris entre les ordres impériaux et la colère populaire, se retrouvèrent dans une position intenable. Certains furent exécutés pour avoir tardé à faire installer ces statues. D'autres choisirent de falsifier les rapports envoyés à Rome afin de masquer les révoltes locales. L'Empire commençait à se fissurer. Les légions stationnées aux frontières orientales faisaient face à des tensions croissantes. Les alliances diplomatiques fragilisées menaçaient de se briser, et le peuple romain, épuisé par les impôts et terrorisé par les convocations impériales, se trouvait au bord de l'effondrement. L'arrogance de Caligula, persuadé que sa puissance était éternelle, l'empêchait de voir le précipice vers lequel il entraînait Rome. Les médecins de son entourage eux-mêmes, autrefois fascinés par la vivacité de son esprit, décrivaient désormais un homme consumé par la paranoïa et les accès de rage. Son comportement oscillait entre euphorie maniaque et silence glaçant, où il fixait ses interlocuteurs sans prononcer un mot. Certains pensent aujourd'hui qu'il souffrait d'une affection neurologique aggravée par sa maladie de l'an 37, d'autres estiment que le pouvoir absolu, sans aucun contrepoids, avait détruit progressivement son équilibre mental. Quelle qu'en soit la cause, le résultat était le même. Un chef d'État imprévisible et dangereux, capable d'entraîner tout un peuple dans sa folie. La garde prétorienne, pièce maîtresse du dispositif impérial, se retrouva au cœur de la future conspiration. Depuis des années, ces officiers observaient avec malaise la dégradation des institutions et l'humiliation quotidienne de Rome. Mais tant que l'empereur conservait son aura divine, l'idée d'agir paraissait impossible. Ce sont les menaces récentes de Caligula, qui envisageait de déplacer la capitale à Alexandrie afin d'y créer un centre de culte exclusivement dédié à sa divinité, qui achevèrent de convaincre les hésitants. Si l'empereur quittait Rome,
l'Empire tout entier risquait de se disloquer. Ainsi, sous le vernis des fêtes impériales et des spectacles grandioses, les germes de la rébellion s'enracinaient profondément. Dans les couloirs du Sénat, dans les villas reculées des conspirateurs, dans les rangs de la garde prétorienne, une idée nouvelle s'imposait. Rome devait être libérée, quel qu'en soit le prix. L'heure approchait où le destin de l'Empire se jouerait dans l'ombre, entre les poignards des traîtres et les cris d'un peuple brisé. Dans le prochain chapitre, nous assisterons aux événements décisifs. Le jour où la patience de Rome prit fin, la conspiration se mettra en marche, et le sang de l'empereur, qui se croyait immortel, coulera dans les couloirs de son propre palais. Le matin du 24 janvier de l'an 41, les couloirs du palais impérial résonnaient encore des préparatifs d'une nouvelle cérémonie grandiose. Caligula, persuadé de son invincibilité et de sa nature divine, s'apprêtait à présider des jeux fastueux destinés à impressionner le peuple et à rappeler au Sénat sa puissance absolue. Mais dans les ombres du palais, un autre destin se tissait en silence, celui d'un empereur qui allait bientôt découvrir que même les dieux vivants peuvent tomber. Depuis des mois, la conspiration prenait forme dans le plus grand secret. Les sénateurs humiliés, des membres influents de la garde prétorienne, des officiers militaires et même certains esclaves du palais avaient uni leurs forces. Ce qui les rassemblait n'était pas la soif de pouvoir, mais une conviction commune. Si Caligula continuait, l'Empire sombrerait dans le chaos. Les révoltes couvaient dans les provinces, les caisses étaient vides, et les dieux eux-mêmes semblaient avoir abandonné Rome. Le plan fut simple mais risqué. Le moment choisi devait être précis. Il fallait frapper lorsque l'empereur se trouverait isolé, loin de la foule et sans la protection immédiate de ses gardes les plus fidèles. Ce jour-là, après une cérémonie, Caligula quitta la scène pour se rendre à ses appartements privés par un couloir latéral. C'est là que les conspirateurs l'attendaient. Parmi eux, Cassius Chaerea, tribun de la garde prétorienne, fut le premier à lever le poignard. Lui, autrefois ridiculisé publiquement par l'empereur, incarna ce jour-là la vengeance silencieuse de tout un peuple. Les récits antiques parlent de 30 coups de couteau. Certains frappèrent la poitrine, d'autres le dos, mais plusieurs visèrent délibérément les organes génitaux de l'empereur. Un symbole cruel pour un homme qui avait utilisé son corps comme arme de domination. Le vacarme des coups étouffés, les cris étouffés de Caligula, puis le silence qui suivit marquèrent la fin d'un règne qui avait terrorisé Rome pendant 4 années entières. La chute fut brutale et sanglante. Sa femme, Caesonia, et leur jeune fille furent exécutées sur ordre des conspirateurs, par crainte qu'elles ne servent de point de ralliement aux partisans du défunt empereur. Dans le palais, les statues de Caligula furent renversées, ses documents brûlés et ses partisans traqués dans chaque recoin. Pour la première fois depuis son accession au trône, la capitale respira un souffle de liberté mêlé de stupeur. Le Sénat, convaincu d'assister à la fin d'une ère de cauchemar, tenta immédiatement d'imposer le damnatio memoriae, l'effacement total de Caligula des archives officielles. On ordonna que son nom soit retiré des monuments, que ses statues soient détruites, que ses exploits soient effacés des mémoires. Mais l'histoire ne peut jamais être totalement supprimée. Trop de témoins, trop de documents cachés, trop de cicatrices profondes demeuraient. Pourtant, la mort de l'empereur ne fut pas l'instant de rédemption qu'espéraient beaucoup. Le vide laissé au sommet de l'État plongea Rome dans une incertitude dangereuse. La garde prétorienne, bien que complice du complot, craignait le chaos et choisit de placer Claude, l'oncle de Caligula, sur le trône. Ce choix fut accueilli avec soulagement par certains, mais aussi avec scepticisme par d'autres. Les institutions étaient profondément corrompues, les élites divisées,
et le peuple traumatisé. La société romaine portait les cicatrices invisibles laissées par 4 années de terreur. Les familles dévastées peinaient à se reconstruire. Beaucoup d'anciens victimes vivaient dans le silence, incapables de partager l'ampleur des humiliations subies. Des enfants, marqués à jamais par les programmes impériaux auxquels ils avaient été soumis, grandissaient avec des traumatismes profonds, incapables de faire confiance, incapables d'aimer. Les médecins de l'époque rapportent une augmentation spectaculaire des suicides, des comportements d'isolement et de ce qu'ils appelaient la mélancolie noire. L'économie romaine, épuisée par les dépenses extravagantes de l'empereur, mit des années à se redresser. Les caisses étaient vides, les routes laissées à l'abandon, et de nombreuses provinces avaient cessé d'envoyer leurs impôts, profitant du chaos politique pour se rebeller. Les marchés, autrefois foisonnants, furent désertés, et la pauvreté gagna des quartiers qui n'avaient jamais connu la faim. Sur le plan spirituel, le règne de Caligula avait ébranlé des certitudes vieilles de plusieurs siècles. La profanation des temples, l'imposition d'un culte impérial obligatoire et la corruption des Vestales avaient brisé le lien sacré entre les Romains et leurs dieux. Beaucoup se détournèrent des traditions ancestrales pour rejoindre des cultes étrangers promettant le salut et la rédemption. Dans les décennies qui suivirent, ce vide spirituel favorisa la montée des nouvelles croyances, parmi lesquelles le christianisme, qui offrait une vision morale radicalement différente. Mais peut-être l'héritage le plus durable de Caligula fut la leçon universelle qu'il laissa à travers les siècles. Son règne montra à quel point les institutions, même les plus puissantes, peuvent céder lorsque le pouvoir se concentre entre les mains d'un seul homme. Le Sénat, autrefois organe central de la République, avait plié sous la peur et la honte. La religion, jadis ciment moral de la société, avait été corrompue et instrumentalisée. L'armée, gloire de Rome, avait été utilisée pour servir des désirs personnels. Et le peuple, témoin impuissant, avait été réduit au silence. Pourtant, malgré les cicatrices profondes, Rome ne s'effondra pas. La ville se releva lentement, douloureusement. Claude entreprit des réformes pour restaurer l'autorité du Sénat, assainir les finances et reconstruire les temples profanés. Mais le traumatisme collectif perdura longtemps, comme un avertissement silencieux gravé dans la mémoire de l'Empire. Aujourd'hui encore, l'histoire de Caligula nous confronte à des questions essentielles. Comment les sociétés protègent-elles leurs citoyens lorsque le pouvoir devient incontrôlable? Comment le silence, la complicité et la peur permettent-ils à l'inacceptable de prospérer? Et surtout, comment éviter que les leçons du passé soient oubliées, laissant la voie ouverte à de nouvelles tragédies? Les survivants de cette époque, bien qu'ils aient vécu dans la honte et la douleur, nous ont légué leurs témoignages. Les fragments préservés, les graffitis cachés, les archives sauvées de la destruction nous rappellent que raconter l'histoire est une forme de résistance. Tant que nous continuons à nous souvenir, les victimes ne disparaissent pas complètement, et la mémoire collective se dresse comme un rempart contre la répétition des mêmes erreurs. Le règne de Caligula, marqué par la démesure, la violence et la soumission, reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire romaine. Mais au milieu des ténèbres, il existe un message d'espoir, la capacité des peuples à se reconstruire, à rétablir l'équilibre, à tirer des leçons de leurs blessures. L'Empire survécut. Rome continua d'exister, affaiblie mais consciente de ses failles. Et ce souvenir, transmis à travers les générations, nous rappelle que le pouvoir absolu, sans contrôle ni limite, conduit toujours à la destruction. Ainsi s'achève notre voyage au cœur du règne de Caligula. Un récit où l'espoir initial se changea en terreur, où les fondations d'une civilisation furent ébranlées, mais où l'humanité, même brisée, trouva encore la force de se relever. Les leçons de ce drame ancien résonnent toujours aujourd'hui. Pour préserver la dignité humaine,
Il faut se souvenir, comprendre et refuser que l'histoire se répète.